À la présentation du coup. Et plein écran. Et nous y voilà. C'est parti pour notre petite conférence de retour d'expérience AgroVelocity. On est tous les trois, donc Marie, Amaury et Marie. Et on va vous parler un peu de notre expérience dans les temps forts un peu de la soirée. Donc, on va vous présenter un peu ce que c'est l'association, juste pour rappel pour ceux qui ne connaissent pas. On aura un petit mot de la chaire agriculture urbaine qui est un partenaire privilégié du coup d'AgroVelocity. Voilà. Et puis après, on vous présentera un peu notre projet, les résultats qu'on a pu voir, enfin, ce qu'on a pu observer pendant notre expédition. Et après, à la fin, on aura un petit mot de Cultive-toi, qui est une association qui a un jardin potager sur les toits de Paris. Et on aura également le Club Jardin d'AgroParisTech qui dira peut-être un petit mot parce que vous savez peut-être pas, mais il y a aussi de l'agriculture urbaine directement sur les toits de l'école. Donc, si jamais vous voulez jardiner un jour, voilà. Et donc, on va commencer tout de suite, juste pour en ligne vérifier que vous avez bien vos micros coupés pour pas qu'il y ait d'interférence. Et voilà, c'est parti. Donc, bonjour, je vais vous présenter AgroVelocity. Donc, AgroVelocity, c'est une association qui a pour but d'étudier l'agriculture urbaine dans le monde, et cela par une expédition à vélo. Donc, l'agriculture urbaine sous quelque forme que ce soit. Et le choix du vélo, c'est avant tout un choix de sobriété carbone, hein, afin donc d'éviter que le voyage ne soit trop polluant. Tu peux passer. Donc, nous avons choisi de faire notre voyage en Europe. Donc, suivant ce trajet-là, c'est un trajet qui fait plus de 3000 km à travers 10 pays. On a vu donc, dans 16 villes une vingtaine d'initiatives en agriculture urbaine. Donc, c'est quand même assez conséquent. Ça a duré 3 mois. Et les axes d'études que nous avions choisi d'étudier donc, sur l'agriculture urbaine étaient l'économie circulaire, dans un premier temps, et le tissu social qui se forme autour, justement, de ces initiatives. Et donc, on va laisser la parole à Christine Aubry, donc représentante de la chaire agriculture urbaine qui se trouve en ligne. Voilà, donc on va voir pour le micro. Merci beaucoup, Marie, etc. Merci beaucoup pour cette soirée. J'ai malheureusement pas la possibilité d'y assister en vrai, mais Clotilde Sorine, que vous connaissez aussi de la chaire, est là. Alors, la chaire, partenariat à l'agriculture urbaine, services écosystémiques et alimentation des villes, a soutenu les initiatives AgroVelocity depuis le début de la chaire, c'est-à-dire depuis 2018, mais sachant que ces initiatives ont commencé en 2014. Donc l'année prochaine, nous aurons la joie de fêter les 10 ans des pédaleurs d'AgroParisTech sur l'agriculture urbaine. Et j'espère qu'on fera un joli événement. Il faut qu'on en parle au sein de la chaire. Donc, d'abord, je voudrais dire que la chaire est vraiment ravie de pouvoir soutenir, même si c'est relativement modeste, ces opérations de découverte à vélo de l'agriculture urbaine, et que pour nous, c'est une façon un peu indirecte de pouvoir découvrir des formes d'agriculture urbaine dans des pays où on ne va pas pouvoir aller nous-mêmes. Et c'est vraiment un apport tout à fait intéressant pour nous. Et je suis vraiment très, très heureuse de pouvoir écouter une petite partie, parce que malheureusement, je vais devoir partir sous peu, mais je sais que ça va être enregistré, donc je me ferai un plaisir de l'écouter par la suite. Et encore bravo pour ce que vous avez fait. Ça a été un très joli voyage, je crois. Merci. Merci beaucoup, ça nous touche. Et c'est vrai que voilà, ça fait des années maintenant que la chaire nous soutient. Que ce soit financièrement, mais aussi en termes d'accompagnement, simplement sur le fond, sur nos axes d'études, etc. Donc, on voulait vraiment remercier nos partenaires, donc bien sûr la chaire, mais également la Fondation AgroParisTech qui nous a aussi beaucoup apporté sur ce projet, notamment en lançant une plateforme de dons parce qu'on a été lauréat du projet S'engager, qui d'ailleurs est encore ouvert cette année pour ceux qui ont des initiatives solidaires jusqu'à fin novembre. Donc, n'hésitez pas si vous voulez bénéficier de leur accompagnement également.
Et donc voilà, la fondation qui a aussi co-construit la chaire agriculture urbaine. Donc sans ces deux entités, on ne serait pas là aujourd'hui, ou en tout cas, on n'aurait pas pu faire de si belles expéditions depuis tant d'années. Et donc on est vraiment très reconnaissant. Et on a également le classement des associations qui nous avait élus parmi ces finalistes, qui avaient pu aussi nous aider financièrement, ainsi que On the Green Road, qui est une association qui accompagne les explorateurs, donc des explorateurs qui ont des projets à impact, et qui nous ont aussi accompagnés plus sur la communication, etc. Donc un grand merci. Et donc ça, c'est un peu ce dont on veut vous parler ce soir. Donc c'est un peu tous les sujets qu'on a pu voir au cours de notre expédition. Donc bon, la liste est assez longue, mais on vous promet de faire le plus concis possible et de laisser la place aux questions à la fin. Mais voilà, donc on va commencer tout de suite avec la diversité des formes d'agriculture urbaine. Parce que oui, on a vu beaucoup de choses différentes. Quand on parle d'agriculture urbaine, bon, on peut penser à un potager sur un toit, mais en fait, il y a plein de formes différentes. Donc, que ce soit de l'agriculture urbaine non professionnelle collective, donc par exemple des jardins partagés où les personnes vont simplement avoir des jardinières qui vont louer, qui est tenue par des associations ou autres, et vont pouvoir jardiner collectivement. Ça peut être sous forme de parcelles en pleine terre, données mises à disposition par exemple par la ville comme à Zagreb avec les Zagreb City Gardens, ou encore simplement des quartiers comestibles, comme on a pu voir à Nuremberg, où là, c'est une zone en bordure de route qui est complètement ouverte et où les personnes peuvent venir se servir, même sans adhésion aux associations. Donc voilà, après, il y a les agricultures plus professionnelles, donc sociales et solidaires, avec des fermes en périphérie des villes, mais qui vont avoir un objectif social assez fort. Donc, que ce soit la Cassina Biblioteca, par exemple, à Milan, qui a vocation à intégrer des personnes en situation de handicap. La ferme Capri à Marseille, qui a vocation, elle, à créer des paniers alimentaires plutôt à faible coût pour les personnes des quartiers prioritaires aux alentours. Ou une association, une entreprise, du coup, à Monaco, parce qu'à Monaco, l'agriculture n'existe plus depuis 150 ans. Et donc là, ça va être une entreprise de service qui va se proposer d'installer des toits, des potagers sur les toits des bâtiments. Et donc, ça peut être par exemple sur le bâtiment aussi d'un hôpital pour aider des personnes dans un parcours de soins psychiatriques, de les aider dans leur parcours de soins ou des choses comme ça. Enfin, il y a aussi l'agriculture urbaine, enfin périurbaine assez classique, avec des fermes assez classiques, mais du fait de l'étalement urbain, en fait, elles se sont retrouvées aux portes de la ville. Et donc, c'est ce qu'on a pu voir notamment à Ljubljana, par exemple, ou à Padoue en Italie. Et donc là, c'est vraiment un modèle plus traditionnel d'agriculture, mais qui a des liens très forts avec la ville de par sa proximité. Et on a également d'autres formes d'agriculture urbaine. On a l'agriculture high-tech. Donc, vous avez peut-être tous entendu parler des fermes verticales, high-tech ou conditions contrôlées. Donc, ce n'était pas le cœur de notre étude. Donc, nous, on s'est plus concentré sur des jardins collectifs, mais on a quand même eu un exemple au Luxembourg, donc à Bettembourg. Donc, c'était assez intéressant aussi. Et après, on peut aussi parler de tout ce qui est mini-fermes, par exemple, qui se développent, qui ont des vocations plus pédagogiques ou autres, ou l'apiculture urbaine aussi, qui se développe pas mal. Alors du coup, maintenant, je vais vous parler des objectifs et des valeurs des porteurs de projets en agriculture urbaine. Marie, on a déjà listé certains en présentant les différentes formes. Donc, vous avez vu que finalement, être agriculteur urbain, c'est pas uniquement fournir une alimentation de qualité qui soit locale et souvent respectueuse de l'environnement. C'est un des objectifs majeurs de l'agriculture urbaine, mais elle se veut pas disons, elle n'a pas vocation à nourrir toute une ville. C'est aussi replacer, réintégrer des gens qui sont en marge de la société. C'était le cas à Pradzelenina, donc c'est une ferme urbaine à Prague, qui a accueilli des réfugiés ukrainiens pendant la guerre et qui leur a donné un lieu de réunion, de rencontre, notamment. Ensuite, ça va être reconnecter les gens à la nature en réintroduisant justement tout ce qui va être le contact à la terre et les reconnecter aux autres. Donc, il y a souvent dans les fermes des espaces conviviaux où les gens vont pouvoir se retrouver en famille ou bien entre amis. Donc là, par exemple, à Pradzelenina encore, il y a un bar dans une roulotte où quasiment tous les soirs de la semaine, il y avait des rencontres.
Voilà. Après, ça va être réintroduire la nature en ville, donc tout ce qui est verdissement et la biodiversité. Et puis sensibiliser, c'est aussi l'occasion de sensibiliser sur l'alimentation durable et sur les enjeux environnementaux en général. Désormais, vous parlez donc du lien entre l'agriculture urbaine donc, et l'histoire du territoire. Tout d'abord, ce lien, il est fort et il est directement lié au fait qu'il y a eu un processus d'étalement urbain. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y avait des fermes qui étaient assez éloignées des villes et villages. Et par le processus d'étalement urbain, eh bien, la ville s'est rapprochée directement de ces fermes. On peut donc par exemple parler de fermes reliques, exemple qui a déjà été présenté tout à l'heure à Ljubljana pour cette ferme donc, vous voyez à gauche. Mais aussi, comme les maisons sont devenues des immeubles, les personnes n'avaient plus de jardin. Et donc, cela a conduit à une forte demande, notamment pour tout ce qui est agriculture vivrière, donc la production pour l'autoconsommation, et ce qui a conduit à des jardins familiaux ou des jardins ouvriers, notamment, donc, comme vous pouvez le voir à Zagreb, mais il y en a aussi en France. Et donc, ce sont des jardins qui sont directement liés à ce processus-là d'étalement urbain. Un autre lien, donc maintenant on va voir comment l'agriculture urbaine innove à partir de traditions qui sont locales. Donc en fait, un des objectifs, et en tout cas une des manières de procéder de l'agriculture urbaine, c'est de reprendre, pour beaucoup, des usages qui permettent de réduire la consommation, notamment la consommation en eau. Donc ici, vous pouvez voir donc l'exemple de Marchita, qui est un exemple très particulier, qui fait partie donc du patrimoine de la région de Milan. En fait, il y a beaucoup de sources à cet endroit-ci et qui vont être canalisées et utilisées pour alimenter et irriguer en continu des prairies qui servent à produire toute l'année justement du fourrage. Et c'est une technique qui est complètement, enfin qui s'est perdue au fil des années du fait de l'hyperspécialisation des milieux et donc qui dans le processus d'agriculture urbaine revient et donc qui est préservé. Un autre exemple du lien fort avec l'aspect local, c'est celui de Ljubljana, où l'apiculture a une place qui est dominante et où la municipalité a comme politique publique donc le BiPath, c'est-à-dire qui va permettre et favoriser donc la concentration de fleurs, le fait qu'il y ait des abeilles en ville et la diversification autour de tout cela. Donc des politiques publiques qui sont directement liées à l'agriculture urbaine. Alors du coup, là, on rentre dans les trois côtés un peu plus formels, donc sur la propriété, la gestion et l'organisation des fermes urbaines. Alors du coup, il y a une grande diversité, c'est ce qu'on va vous dire tout au long de la présentation, mais une grande diversité de modalités de gestion, de propriété, de financement, enfin, tout. Donc chaque ferme urbaine est unique en ce sens. La plupart d'entre elles vont être la propriété des communes, enfin les terrains vont être la propriété des communes, de la municipalité, et qui va donc louer ou bien prêter même ces terres à moindre coût à des porteurs de projets pour favoriser justement l'émergence de ces initiatives qui souvent sont peu rémunératrices. Donc ça peut rentrer dans le cadre voilà, de politiques publiques. Elles peuvent aussi conduire elles-mêmes des projets d'agriculture urbaine. C'est le cas à Zagreb, donc, comme on vous en a déjà parlé, qui vraiment menait de front ces 15 jardins familiaux, donc qui les entretenait et organisait, gérait complètement ces structures. En général, quand c'est justement la municipalité, il y a une sous-division, enfin une division en micro-parcelles et une sous-location des high beds, comme ils appellent à l'étranger, mais donc pour nous, ça va être les jardinières. Et donc, ces parcelles, elles vont mesurer 1 m² à peu près. Et enfin, ça dépend, il y en a des plus grandes aussi. Et donc, elles vont être louées, pareil, à des coûts assez symboliques, donc à des familles ou à des particuliers. Et certaines s'organisent un peu différemment, elles sont plus collectives. Donc, c'est une division en parcelles thématiques. Il va y avoir une parcelle pour les légumes, une parcelle pour les aromatiques, une parcelle pour les ruches, pour les fleurs. Et donc, le travail va être fait collectivement sur cette parcelle. Ensuite, il y a les agriculteurs, c'est les fermes périurbaines plus classiques où là, ils sont auto-entrepreneurs, c'est souvent leur propriété. Bon, ils peuvent aussi louer ces terres, hein.
Et puis ensuite, on a le cas des particuliers, entreprises privées, les syndicats de copropriété quand c'est sur des immeubles notamment, ou des établissements publics, notamment scolaires, qui vont pouvoir prêter, louer, mettre à disposition, par exemple, le toit d'un bâtiment. Donc, à la disposition de porteurs de projets qui auront l'expertise et la volonté de mettre en place des choses et notamment faire appel, par exemple, à des services comme Terrae, dont Marie a parlé, donc qui est une entreprise professionnelle qui va s'occuper de ces jardins. Voilà. Ok, donc ensuite il y a la gestion. Là encore, je vais peut-être pas m'étaler un petit peu. Ok. Donc voilà, cette gestion, elle peut être faite par différents acteurs. Il y a des associations citoyennes, c'est la majorité des cas. Donc en général, la gestion est faite par un cœur assez restreint de personnes. Ça va être une dizaine de personnes en général qui vont pouvoir s'occuper notamment de l'arrosage de façon régulière. Il faut une certaine rigueur sur ces points-là. Mais il y a beaucoup plus d'adhérents en général, mais qui sont moins réguliers. Ensuite, il y a la municipalité, les collectivités locales, donc notamment donc à Zagreb toujours, et puis aussi qui vont accompagner les projets sur les aspects administratifs et financiers. Donc ça, c'est un point important. C'était le cas à Bratislava, au Randesgarden, où il y avait vraiment un accompagnement parce que les personnes étaient assez novices dans le montage de dossiers. C'est assez fastidieux. Et ensuite, voilà, des fois, il y a des employés qui sont à temps plein ou à temps partiel sur l'exploitation. C'était le cas à Stadacker. Donc, c'était une ferme en Allemagne, à Munich. Et donc, il était à temps plein et c'était financé par la municipalité. Voilà, il y a des entreprises servicielles, donc toujours Terrae. C'est un cas assez particulier qu'on a vu une seule fois. Des entreprises agricoles donc qui vont avoir la gestion en tant qu'auto-entrepreneurs toujours de leur ferme. Donc, c'était le cas à Ljubljana. Et des chargés de projet, parfois, c'était le cas dans la ferme Capri à Marseille, où en fait, ces personnes étaient sur des projets, pas uniquement celui-là, mais elles avaient pour mission de suivre et de faire un peu le réseautage autour de la ferme, voilà, et de faire aussi le côté un peu expérimental. Donc, c'était plus grand que juste ça. Ok, et l'organisation. Alors du coup, c'est toujours un peu les mêmes acteurs qu'on retrouve. Mais donc sur les jardins communautaires, on va retrouver beaucoup les adhérents qui vont être actifs sur les fermes, la structure associative qui va pouvoir aider. Donc je parlais du cœur en fait de la structure associative qui est toujours là pour chapeauter, pour coordonner tout le monde. C'est un mot-clé, la coordination dans les jardins collectifs. Et donc, des fois, des maraîchers employés, parce que justement, cette coordination demande tellement de travail, tellement de temps que c'est nécessaire d'avoir une personne un peu leader sur ces fermes. Et ensuite, en matière d'organisation, il y a aussi les auto-entrepreneurs qui doivent être hyper polyvalents pour pouvoir structurer, choisir les cultures et aussi tout ce qui va être approvisionnement, distribution et création d'une communauté. Il y a une grande implication des citadins, de plus en plus grande implication des citadins aujourd'hui. Ils cherchent à impliquer les gens dans leur activité pour leur montrer aussi un peu la beauté du métier, mais aussi ses difficultés et pouvoir obtenir leur soutien d'une certaine façon. Et puis ensuite, il y a les jardins familiaux donc, qui sont en autogestion. Donc, c'est un peu les jardinières dont je vous parlais qui sont loués à des particuliers. Donc, ils vont être gérés en autonomie. Il y a un partage de matériel entre les personnes en général. Il y a une sorte de stockage de matériel par l'association. Et donc, il y a aussi des conseils, souvent des ateliers qui sont organisés pour que tout le monde puisse bénéficier d'un accompagnement s'ils sont novices justement en agriculture. Voilà. OK. Et enfin, les financements. Alors du coup, sur les financements, pareil, il y a une grande diversité. En général, c'est des montages. Il n'y a pas uniquement des fonds publics ou des fonds privés ou de l'autofinancement. En général, c'est les trois. Donc, ça passe par des demandes de subventions, des réponses à des appels à projets. Donc ça peut être à l'échelle régionale, ça peut être à l'échelle nationale, ça peut même être européen. Voilà, ça peut être aussi, donc pas uniquement des ressources financières, mais des ressources matérielles. Donc à Stadacker en Allemagne, ils avaient bénéficié de la construction carrément de locaux directement. Tout était pris en charge en fait par la ville et de ressources humaines, donc avec notamment le financement de postes.
Voilà, sur les fonds privés, ça va être le mécénat des entreprises. Surtout, pareil, en Allemagne, il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient cette politique-là d'accompagner, d'aider des associations. La main-d'œuvre gratuite, oui, c'est par rapport au team building. Donc, pareil, il y a des opérations un peu solidarité qui sont organisées dans ces entreprises et qui permettent de faire collaborer les employés sur des missions solidaires. Donc, dans les jardins urbains, ça peut être hyper utile sur des projets, par exemple, de construction d'infrastructures ou des choses comme ça. Les dons des particuliers. Et l'autofinancement, ça va être les fonds apportés par les bénévoles en général au début quand ils créent un jardin urbain. Les bénévoles vont devoir apporter un peu de leur poche pour au moins la première année, le temps que les dossiers soient faits. Et ensuite, il y a tout ce qui est adhésion. Donc, adhésion des membres, même si des fois c'est assez marginal. Et il y a les activités rémunératrices des jardins, puisque certaines, quasiment la totalité des jardins ont des... Enfin non, pas tous en réalité, mais beaucoup ont des activités un peu rémunératrices. Ça va être... on avait un cas un peu rigolo où c'était adopte une poule, je crois. Voilà, donc il y avait une sorte de retour... donc ils payaient une somme pour s'occuper de la poule, donc ça ramène des fonds. Et puis d'autres activités comme la vente de produits, tout simplement. Et du coup, moi, je vais continuer avec un sujet que j'aime beaucoup, qui est l'économie circulaire. Comme avait présenté un peu Amaury, c'était un des axes d'études qu'on avait aussi choisi. Donc d'abord, il y avait les déchets organiques. Donc on s'est intéressé un peu dans est-ce que les déchets organiques des ménages dans les villes, là où il y a quand même une grosse concentration en ces déchets, sont valorisés par l'agriculture urbaine. Et donc, on a réalisé qu'en fait, souvent, on peut y avoir des plateformes de compostage, par exemple, mais ils ne vont pas forcément utiliser les déchets des citadins pour des raisons de qualité, parce qu'ils ne peuvent pas forcément contrôler le compost. Enfin, voilà, ils disaient, par exemple, voilà, on ne peut pas contrôler ce que les gens mettent dedans. Donc, ça, c'était dans une ferme où il y avait aussi des exemples où, par exemple, il y avait trop de coquilles d'œufs. Ou à Marseille, ils s'interrogeaient où des fois, il y avait pu y avoir des résidus de plastique, des choses comme ça. Donc, c'est un vrai enjeu, la valorisation des déchets des ménages. Mais néanmoins, il y a quand même un cycle du carbone et en général, leur matière organique, déjà, ils utilisent des déchets verts de leur jardin qui compostent. Donc comme ça, ils font quand même, ils gardent la matière organique sur leur terrain. Ou ils ont souvent aussi des apports de matière organique externe, par exemple avec des fermes avec qui ils collaborent, ou par exemple, enfin voilà, un producteur de champignons qui avait des restes de culture après, enfin voilà, après sa culture, il les avait récupérés, pareil pour amender un peu leur culture. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'ils récupèrent du compost. Mais c'est vrai que tous ils disent que globalement le compost, pour avoir un bon compost, c'est quand même un métier en soi. Et donc ça peut être compliqué des fois de valoriser les déchets des ménages. Après, il y avait du coup un peu l'aspect matériel avec des choses parfois assez sympathiques. Par exemple, réutiliser des vieux skis en piqué parce que, enfin voilà, finalement, en fait, c'est assez souple, ça se plante bien. Enfin, donc eux, ils ont réussi à valoriser des vieux skis. Ça peut être aussi des filets, des choses comme ça. Un cas très classique, ça va être récupérer des palettes de chantier. Il y a beaucoup de chantiers, voilà, dans le milieu urbain, et donc simplement la récupération de palettes pour faire là un banc, mais ça peut être aussi des lieux de stockage ou simplement les jardinières dans lesquelles ils cultivent. Et puis un cas sympa aussi qu'on avait eu à Marseille, là c'était plus ancré dans le territoire assez local, mais donc du coup c'était plus pour les matériaux de construction. Donc là c'était des pins de champignons, donc en fait c'est un matériau assez intéressant en termes d'isolation, etc. Donc ils commençaient à l'installer au niveau de leur local, donc pour construire leur petit local de stockage, etc. Et ils utilisaient aussi une matière locale, enfin la paille de lavande. Pareil, c'est un matériau du coup local de Marseille qu'ils ont décidé de réutiliser pour faire le toit, je crois. Voilà, donc comme quoi, il y a de quoi valoriser les déchets alentours dans l'agriculture urbaine. Et ensuite, on s'est interrogé aussi sur la question de l'eau, qui est quand même un sujet assez intéressant, même si c'est directement attaché à l'économie circulaire, mais
mais voilà, enfin savoir comment ils réduisent, récupèrent l'eau, etc. Donc globalement, il y a 3 sources d'approvisionnement en eau. Donc il y a soit l'eau souterraine, donc tout ce qui est puits. En général, quand ils ont un puits, quand ils ont accès à une nappe, ils sont assez autonomes en eau. Ils n'ont pas trop besoin de compléter avec l'eau de la ville. Sinon, il y a bien sûr la question de l'eau de pluie. Mais en fait, il s'est avéré que, en général, c'est sur le toit d'un petit local, par exemple, parce que certes, ils sont en ville, mais il n'y a pas forcément un toit directement à proximité du jardin. Là, par exemple, on voit, en fait, ils sont entourés de bâtiments, mais c'est un peu comme sur une place. Donc, en fait, l'eau de pluie qu'ils vont récupérer, c'est juste l'eau de pluie qu'il y a sur leur petite cabane. Donc, ils n'avaient pas tant de volume que ça. Après, il y a d'autres cas où ils peuvent récupérer plus et ils ont une plus grande autonomie en eau. Mais globalement, ils ont quand même tous, enfin plus ou moins beaucoup pour la plupart, enfin plus de la moitié en tout cas, recours quand même à l'eau de la ville. Et donc, ils utilisent quand même l'eau de la ville pour arroser leur culture en complément de l'eau de pluie. Et bien sûr, donc, ça c'est pour tout ce qui est irrigation, mais ils ont beaucoup axé sur économiser l'eau via diverses techniques, donc via le paillage tout simplement, comme on peut voir en bas, mais via aussi par exemple à Bratislava avec des jarres en terre cuite qui permettent en fait de remplir et que l'eau se diffuse petit à petit dans le sol, et donc ça évite d'arroser, qu'il y ait de l'évaporation. Voilà, donc c'était aussi une technique assez intéressante, mais globalement, ils sont tous assez engagés sur ces questions de l'eau. Mais voilà, enfin, pour des soucis techniques ou autres, il y a quand même souvent une utilisation de l'eau de la ville. Et donc finalement, maintenant, je vais vous parler et donc vous expliquer par qui sont consommés les produits issus de l'agriculture urbaine. Donc tout d'abord, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on vous a beaucoup parlé d'agriculture urbaine, mais il y a aussi ce qu'on appelle le jardinage urbain. La différence, c'est que dans le jardinage urbain, les produits ne sont pas vendus, en fait. Les produits ne sont pas vendus, mais sont directement autoconsommés ou donnés en cadeau. Donc dans le jardinage urbain, ce qui se passe, c'est que notamment, il y a l'exemple des jardins communautaires, donc celui où il y a les parcelles qui sont cultivées par les personnes. Ce sont directement ceux qui cultivent, en fait, qui vont récupérer leurs produits. Dans le cas des jardins collectifs, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un jardin qui est géré par plusieurs petits pôles, notamment le cas de du Stadtaker Garten. En fait, ce qui se passe dans ce contexte, c'est que, par exemple, il va y avoir une équipe fleurs, une équipe aromates, une équipe légumes, et qu'après, chacun donc va s'occuper de sa partie, mais ils vont partager les fruits, ils vont partager le miel, ils vont partager tout ça. Donc les produits à ce moment-là sont partagés entre toutes les personnes qui font partie du collectif. Enfin, il y a le cas donc de l'Essbarstadt, c'est-à-dire ce qu'on avait traduit par quartier comestible ou ville comestible, qui est donc un concept qui est né en Allemagne. En fait, il s'agit à ce moment-là que des personnes volontaires cultivent des espaces dans la rue, directement, et n'importe qui peut récolter. Donc on y retrouve des fleurs, des aromates et bien sûr aussi des légumes ou des fruits, notamment par exemple des framboises ou autres. Donc là, à ce moment-là, n'importe qui, par principe, peut récolter. Dans les faits, quand même, il faut souligner que ce n'est pas n'importe qui, enfin c'est rarement n'importe qui récolte. C'est souvent les personnes qui sont au courant qu'on peut le faire. Beaucoup de personnes hésitent, hein, soit du fait du contexte urbain, donc on se dit comme il y a des chiens, etc., ça peut être sale, soit au contraire, qui ne veulent pas voler, donc qui ne font pas récupérer les fruits. Dans l'agriculture urbaine, donc le moment où il y a la vente, la question qui est posée, c'est à qui est-ce qu'on vend? Donc tout d'abord, il y a les ventes qui sont directes ou indirectes. Donc les ventes directes, c'est ce qu'on a pu voir quelques fois. À ce moment-là, c'est directement donc, le fermier et l'agriculteur qui va vendre ses produits. Et on peut aussi parler de vente indirecte lorsque cette vente va passer par des épiceries, souvent, enfin, où les produits vont être souvent vendus à titre voilà, symbolique pour la qualité, ou sinon on peut penser aux AMAP, donc, qui sont quand même beaucoup plus fréquentes, surtout en France. Ensuite, ça peut être vendu à la restauration. Donc là, on a vraiment vu 2 cas qui sont assez opposés. Un cas où, lorsque c'était vendu à la restauration, donc c'était vraiment un restaurant qui était à côté et c'était pour que ce soit des produits qui soient locaux, et accessibles. Et le cas de Monaco qui est très différent où, ce qui était vendu à la restauration, était pour la gastronomie. Donc vraiment gastronomie de luxe, où on utilisait par exemple des fleurs qui avaient un goût particulier, pour agrémenter les salades de la tour. Exactement, c'était la tour Odéon qui était juste à côté, donc une des très grande tour de Monaco, très riche.
Enfin, ça peut être revendu à la transformation, donc tout ce qui est processus agroalimentaire. C'est ce qu'on a vu. L'avantage, c'est qu'il y a une forte valeur ajoutée. Ça permet d'avoir aussi d'autres cultures qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Et donc, c'est notamment un exemple qu'on a pu voir donc à Gênes. Hein, c'était l'exemple des fleurs qui s'appellent les calendulas, où on les fait sécher et après on les fait macérer dans de l'huile. Et ça fait que l'huile a des vertus. Donc voilà, transformation. Ça peut être agroalimentaire, mais aussi cosmétique. Dans ce contexte, c'était plutôt cela. Et on arrive à la conclusion, du coup, de ce retour d'expérience. Pour finir donc sur l'agriculture urbaine, enfin, vous l'aurez sûrement compris, mais ce qui nous a le plus marqué, c'est la diversité, que ce soit la diversité des formes, comme on a pu le décrire, la diversité des objectifs, ou encore la diversité des histoires, parce que c'est vrai que moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, chaque personne porte son projet et chaque personne est différente, chaque territoire est différent. Et en fait, quand on combine une personne assez unique, un territoire assez unique, enfin voilà, et donc finalement, chaque projet avait son empreinte, son unicité, et donc ça a mené voilà, à une grande diversité. On n'a pas vu 2 projets pareils, même si on a visité par exemple peut-être 7 jardins communautaires, mais en fait, à chaque fois, c'est différent parce que les personnes, parce que l'organisation, parce que les objectifs, parce que l'histoire. Donc voilà, je voulais finir sur ce mot-là. Et au-delà de l'agriculture urbaine, AgroVelocity, c'est aussi une expérience de vélo d'abord. Donc ça nous tenait à cœur aussi d'en parler un peu. Voilà, on a parcouru 3000 km tous les trois avec nos petites jambes. Et donc c'est à la fois une fierté, c'est aussi une aventure. Ça demande aussi de l'organisation, enfin, de l'entraide de l'équipe. Enfin voilà, et donc c'était un très très beau voyage. Donc j'avais vraiment envie de partager ça. Et aussi, vous l'aurez compris, donc tout un voyage avec tout plein de rencontres. Et c'est ça qui fait que l'expérience est très très riche aussi, parce que voilà, on rencontre plein de personnes sur notre route. Là, c'est toutes les personnes qu'on a interviewées pour notre projet d'agriculture urbaine, mais il y a aussi toutes les personnes chez qui on a logé, toutes les personnes qu'on a croisées sur notre route. Et donc, c'est une expérience, oui, sur l'agriculture urbaine, mais pas que. C'est aussi une expérience sportive et une expérience très humaine. Et donc, c'est pour ça que l'association est très chouette aussi. Et donc, comme promis au début de l'intervention, on a aussi d'autres personnes qui vont intervenir ce soir. Donc, pour l'agriculture à Paris, on a Cultive-toi, normalement, qui est en ligne. Donc, Oui, s'ils peuvent se bonsoir. manifester, ils ont une petite slide. Bonsoir. Donc, on va mettre leur petite slide à l'écran. Bonsoir à tous. Donc, il y a Maxence. Enfin, ouais, on peut peut-être laisser d'abord sa tête. Comme vous voulez. Je me rends pas compte du monde qu'il y a sur place dans l'amphi. Une quinzaine de personnes? Oui. Et bah, enchanté. Enchanté. Merci beaucoup pour le retour d'expérience. C'était super intéressant et ça fait le lien avec plein de réflexions qu'on a quand on est porteur de projet d'agriculture urbaine. Donc moi, c'est Maxence. Je suis cofondateur de l'association Cultive-toi, qui est une association étudiante à l'origine, montée par des étudiants et au service des étudiants pour mettre en place des potagers en ville. Donc c'est une asso qui a été créée en 2018, quand j'étais encore en école de commerce à l'ESCA. Et en 2018, on s'est dit, si on veut installer des potagers en ville, on va avoir besoin potentiellement des étudiants d'AgroParisTech. Et donc, on a contacté le Noise d'AgroParisTech et on a très vite collaboré avec différentes générations d'étudiants. Et donc, je suis hyper content d'être là ce soir pour continuer d'entretenir le lien entre Cultive-toi et AgroParisTech. Et c'est même un lien qui est encore plus profond puisque la Fondation AgroParisTech, comme vous pouvez le voir sur la slide, et le BDE AgroParisTech ont participé au financement de l'installation de notre premier potager urbain, qui est donc sur le toit d'un gymnase dans le 13e arrondissement de Paris. Donc voilà, on a 600 mètres carrés d'espace. On a 300 mètres carrés de bac de culture à peu près.
Et on a installé ce potager urbain en novembre 2022, comme vous pouvez le voir. Et donc, l'année 2023 a été la première saison de production et de récolte des fruits et légumes. Et c'est génial parce que depuis 2018, on attendait que l'impact du projet se concrétise. Et là, c'est enfin le cas. Donc ça fait beaucoup de bien. Et pour donner quelques chiffres, on a récolté presque plus de 315 kilos de fruits et légumes depuis mai. Euh, et qu'on a vendu, bien sûr, distribué soit à des étudiants du quartier, soit à des habitants du quartier, soit à des étudiants des résidences du Crous du 13e arrondissement, puisque le Crous, comme vous le voyez aussi, est un financeur de ce potager, l'installation de ce potager. Et on a une cinquantaine de membres bénéficiaires. C'est pas les membres de Cultive-toi. Les membres bénéficiaires, c'est ceux qui viennent aux ventes toutes les semaines sur notre marché, tous les mercredis soirs. Euh, et sinon, on est 5 à 10 personnes dans l'assaut, à faire tourner l'assaut. Donc voilà. Et un des défis, vous l'avez rappelé, c'est le financement. Et donc du coup, on essaie de jouer là-dessus, enfin de travailler là-dessus. On a eu pas mal de subventions, on a été très chanceux, hein. Vous voyez les logos qu'il y a en bas de la slide. Mais maintenant que le chantier est terminé et qu'on exploite la surface, il faut penser au budget de fonctionnement. Parce que nous, on a recruté quelqu'un là cette année de 10 à 15 heures par semaine. Tout dépend de la charge de travail qu'il y avait, parce qu'il n'y a pas la même charge en février ou en mars que en juillet ou en août. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Et donc, du coup, il faut quand même des sous pour recruter cette personne, cet exploitant. Euh, et donc, mon message ce soir, c'est aussi que il y a de la place pour les volontaires et que si des projets qui ont du sens comme ça d'agriculture urbaine vous intéressent, eh bien, voilà, on serait ravis de discuter ensemble. Et très rapidement, hein, après je finis, pour vous faire un point sur c'est quoi les besoins de l'asso Cultive-toi quand on rejoint Cultive-toi, c'est pourquoi. Alors déjà, la raison d'être, je l'ai mis au milieu, c'est sensibiliser aux thématiques enfin, pas du développement durable, mais plutôt de la transition écologique à travers l'agriculture urbaine. Et donc, nous, euh, les rôles qu'on voit pour les étudiants d'AgroParisTech qui nous ont déjà rejoints par le passé, c'était surtout un soutien à l'exploitant, au responsable du potager, pour la planification, l'entretien des cultures. Le deuxième point, c'est la préparation et l'organisation des ventes, qui sont 1 à 2 fois par semaine en saison. Donc là, on va faire. Ce soir, je crois qu'on fait une de nos dernières ventes. Ce soir ou la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais plus. Mais en tout cas, tous les mercredis soirs, on fait une vente et potentiellement, vous pouvez y participer. Euh, on va élaborer des ateliers, puisque comme je vous l'ai dit, le nerf de la guerre, c'est un peu les financements. Et on compte sur, comme je l'ai mis sur la slide, sur les ateliers de sensibilisation sur le toit, en école et en entreprise, pour nous permettre d'avoir un budget de fonctionnement qui est à l'équilibre. Entre recruter quelqu'un, acheter le matériel, les semences, le compost, très important le sujet du compost. C'est vraiment compliqué de trouver quelque chose qui soit abordable et qui convienne au niveau qualité, comme vous l'avez rappelé. Et donc voilà, on pourrait vous mobiliser sur la partie préparation et réalisation des ateliers qu'on veut monter. Euh, et potentiellement de la recherche de subventions, parce que si on n'arrive pas à couvrir notre budget de fonctionnement grâce aux ateliers qu'on va faire, potentiellement on peut aller aussi chercher des subventions de fonctionnement en plus des subventions qu'on a déjà eues. Et puis après, c'est un travail aussi de sourcing des fournisseurs pour tout ce qu'on achète, le compost, comme je l'ai dit, les semences, le matériel qui nous sert à l'entretien du toit, etc., etc. Voilà, je vous ai donné un peu la vision globale et je suis ouvert à répondre à vos questions si vous en avez et surtout à garder contact pour échanger avec ceux qui seront motivés. Voilà.
Super, bah, merci beaucoup Maxence. Je pense que ce ne sera pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc ouais, il y a plein de choses à faire. Donc nous, on essaiera de faire perdurer le lien aussi entre Cultive-toi et les étudiants de l'agro. Yes, Et puis en espérant vous ramener un peu de main-d'œuvre, pourquoi pas, si on peut. avec Et grand plaisir. super. Et du coup, après, il y avait aussi l'association, enfin, le Club Jardin. Alors, je ne sais pas s'ils sont là, parce qu'il faut savoir qu'on a aussi voilà, de l'agriculture urbaine à AgroParisTech. Donc, ah, bah, super. En plus, c'est en présentiel. Bah, du coup, bienvenue. Présentez enfin, rapidement, voilà, un peu quelles sont vos activités, quand est-ce que c'est, et puis s'il y a des étudiants intéressés. Ok, alors bon, moi du coup c'est Félix, je suis en première année et je fais partie du bureau du Club Jardin, mais je crois que dans la salle, bon bref, il y a des gens qui connaissent mieux le club que moi parce que bon, nous on vient d'arriver, mais bon, la tradition AgroParisTech, c'est que ce sont les premières années qui s'occupent un peu des associations, tout ça. Du coup, enfin, et puis il y a aussi des gens qui font de la communication, donc peut-être que si vous allez voir sur Instagram, vous verrez, vous aurez un peu toutes les infos, mais en gros, le challenge du Club Jardin en ce moment, c'est de prendre possession des toits. Enfin, ça va déjà être commencé l'année dernière. Ça a été compliqué avec l'emménagement. Et ils ont quand même fait pas mal de trucs et ils nous ont pas mal aidés à nous lancer. Mais donc cette année, on continue et on est assez motivés. On a planté des choses pour l'hiver. Bon, bref, on va faire le marché de Noël, vous verrez. Vous pouvez nous rejoindre, c'est ouvert à tout le monde. En général, on fait des sessions jardinage le jeudi après-midi. Mais pas que. Enfin voilà, si vous avez des questions, vous pouvez venir me demander, le groupe WhatsApp, le compte Insta, tout ça. Et aussi, il y a un vrai enjeu, la dernière chose dont je vais vous parler, parce que enfin, voilà, c'est pas moi que vous êtes venu écouter, juste. S'il y a, il y a quelque chose qui est important pour nous en termes de communication, comme ça passe moins par les réseaux sociaux, c'est de faire du lien aussi avec les personnels de l'établissement, enfin, et les adultes, entre guillemets, en général, qui sont pas étudiants et qui sont là un peu plus toute l'année, les chercheurs notamment, enfin bon, bref. Donc l'enjeu, c'est de travailler avec eux parce que justement, bah, l'année dernière, les premières années, ils avaient eu du mal, comme ils sont partis en stage, puis en vacances d'été, à avoir une continuité. Donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous ou en visio, je ne sais pas trop. Et si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, travailler avec nous, c'est la particularité aussi du coup du Club Jardin, c'est que c'est mené par les étudiants. Enfin, le bureau, c'est les premières années, mais pas que. Et c'est aussi ouvert au personnel de l'établissement, quoi. Donc c'est ça qui est cool, c'est que vous pouvez travailler avec tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, trop bien. Ben, on essaiera de faire passer le message aussi bah, au personnel d'AgroParisTech et de vous ramener du monde, parce que c'est vrai que c'est un gros enjeu aussi bah, d'avoir des personnes toute l'année pour entretenir le jardin sur le long terme. Et on a enfin, AgroVelocity, du coup, ça s'arrête pas avec nous. Et fort heureusement, voilà, comme disait Christine, ça fait 10 ans maintenant que ça existe et bah, c'est pas fini. Donc, on a aussi Alexandre de la promo suivante, donc pour l'expédition 2024, qui est avec nous, qui s'affiche à l'écran. Waouh, la technologie. Et donc, il va pouvoir vous présenter aussi un peu ce que eux ont prévu pour leur expédition. Et donc, je vais tout de suite lui laisser la parole. Oui, bonsoir. Merci beaucoup Marie de me permettre de présenter le projet un peu de la nouvelle année devant tout le monde. Donc en effet, on a repris l'association donc en juillet maintenant, ça commence à faire un moment. On a pu bien avancer sur l'établissement du trajet, l'établissement de nos problématiques, de qu'est-ce qu'on allait étudier. Et donc on a décidé voilà, cette année d'étudier le pourtour méditerranéen et en quoi l'agriculture urbaine peut représenter une réponse aux enjeux sociaux, économiques, mais aussi donc environnementaux en ville, en climat sec, qui est le climat du pourtour méditerranéen. Donc nous serons 3 aussi cette année. Il y a Mathilde, la présidente, moi-même le trésorier, et Mélissa, la secrétaire générale. Et nous allons traverser 4 pays. Donc,
Alors, il n'y a pas le trajet sous les yeux, mais on va démarrer à Valence, en Espagne. On va remonter toute la côte de Barcelone jusqu'à Montpellier en France, puis nous irons à Marseille, peut-être de passage à Monaco, on passera ensuite en Italie, à Gênes, puis on descendra tout droit sur la côte ouest, pardon, sur la côte ouest, Gênes, Pise, Rome, Naples, et puis Salerne. Et à Salerne, on passera de l'autre côté de la botte de l'Italie jusqu'à Bari. À Bari, on prendra un ferry jusqu'en Grèce, Patras, Corinthe, et on finira à Athènes. Donc ça fait 4 pays, 13 belles villes, 3000 km. Et voilà, nos axes d'études, donc c'est de caractériser à chaque fois l'agriculture urbaine dans ces pays, de pouvoir étudier les fonctions apportées par les différents projets d'agriculture urbaine. On a pu voir qu'elles étaient nombreuses avec l'exposé précédent. Et en quoi, par exemple, des enjeux sociaux peuvent être... Enfin, en quoi l'agriculture urbaine peut répondre à des enjeux sociaux, comme par exemple de la réinsertion professionnelle ou l'accès à nouveau à de la production et aussi en quoi l'agriculture urbaine peut apporter des réponses à des enjeux économiques avec voilà, la valorisation des produits de l'agriculture ou des déchets. Voilà. On va étudier aussi beaucoup d'aspects comme l'année passée. Et donc également aussi voilà, comment ces agricultures s'adaptent au dérèglement climatique, quelles sont les tensions rencontrées et les solutions apportées. On s'attend aussi à avoir des réponses différentes en fonction des pays et des villes que l'on va traverser. Et si tu peux passer à la slide suivante, on a déjà 6 partenaires, voilà, pour nous supporter dans ce projet. Donc, c'est des partenaires techniques et financiers. On a bien sûr la chaire d'agriculture urbaine. On a réussi également à établir un partenariat avec l'École Vert, qui sont une association d'agriculture urbaine. La FOP aussi, qui est un partenaire notable, qui est le réseau d'agriculture urbaine français. On a 2 caisses départementales de la MSA qui nous soutiennent financièrement, donc les caisses d'Ordon, Lot-et-Garonne et Midi-Pyrénées, et évidemment la Fondation AgroParisTech, grâce à l'initiative S'engager, comme l'année dernière, qui nous permet d'avoir une plateforme de crowdfunding, qui est ici affichée avec le QR code, n'hésitez surtout pas. Voilà. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, donc Instagram, Facebook, YouTube, même LinkedIn, et on a un site internet aussi, donc à chaque fois avec AgroVelocity. Et pour conclure, je voudrais rebondir sur l'introduction de Christine Aubry, qui disait que, en effet, donc on est la 10e expédition cette année d'AgroVelocity 2024, comme ça a commencé en 2014. Et je ne sais pas s'il reste un membre de la chaire d'agriculture urbaine dans la salle, mais ce serait avec grande joie, en effet, qu'on pourrait organiser un événement à cette occasion. Et je pense aussi au livrable qu'on va rendre. Donc, on va bien sûr faire un rapport scientifique, mais on envisage également une bande dessinée qui peut aussi marquer cette 10e expédition en fonction de sa forme. Et donc, elle est bien sûr encore en réflexion, mais voilà, ça peut aussi être l'occasion de le rappeler. Merci beaucoup. Bah, top, merci à toi d'être intervenu ce soir. Et on sera là pour l'anniversaire, j'espère. Je veux bien, on a Clotilde dans la salle de la chaire qui peut dire un mot. Je passe le micro. Oui, bonjour, bonsoir à toutes et tous. Très contente d'être ici et de voir ce retour d'expédition et surtout de voir tous les acteurs autour de l'agriculture urbaine, notamment le Club Jardin, Cultive-toi, que à titre personnel, je suis pas mal sur les réseaux sociaux en tant qu'animatrice du réseau OPAC et sur les liens entre agriculture urbaine et précarité alimentaire. Je trouve ça tout particulièrement intéressant de voir comment on peut produire en ville et avoir une production à destination des
habitants. Donc, un grand bravo pour cette initiative. Et pour rebondir sur l'anniversaire, c'est un événement qui nous tient tout particulièrement à cœur, surtout à Christine Aubry qui a connu les premiers partis en expédition. L'enjeu, ça va être de réunir tout le monde et évidemment, on est à vos côtés pour l'organiser et pour célébrer votre retour quand vous serez revenus. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Donc, on arrive au terme de cette conférence, enfin, en tout cas, au terme des présentations. Il y a évidemment un temps d'échange. Si vous avez des questions, que ce soit sur l'agriculture urbaine ou que ce soit plus généralement sur le voyage à vélo ou les projets de césure, parce que je sais qu'il y a des premières années aussi dans la salle, donc n'hésitez pas. Et puis, on est là pour répondre à vos questions éventuelles. Et en ligne aussi, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et s'il n'y a pas de questions, qu'on a été très très clair et tout ça, ça marche aussi. J'ai réussi à rédiger un rapport qui est en ligne, alors je ne sais plus où, pour le coup, sur le site internet, ok. Et voilà, si vous voulez en apprendre un peu plus, parce que là, on est allé assez vite sur pas mal d'aspects, on est resté un peu en surface, donc si vous êtes déjà... Ouais. Ouais. Ok. Oui. Oui, alors du coup, la question, c'est comment on a organisé notre césure et ce qu'on a fait avant le voyage, c'est ça? Un peu comment on a géré... Oui, ok. Alors, je ne sais pas si on a choisi le même type de césure. Si, si. C'était une césure stage, nous. Et ouais, de quoi? Congé stage. Je crois que c'est césure stage. Bon, voilà. Et donc, l'enjeu, c'était de faire une période de 6 mois de stage à peu près. Et du coup, les 3 mois de voyage. Et on a organisé le voyage pendant qu'on était en stage, du coup, pour se laisser un peu de temps après la deuxième année. Et voilà, globalement, le format, je ne sais pas si vous... Oui, et donc en gros, on fait un stage, pas forcément en relation avec AgroVelocity, avec l'agriculture urbaine, c'est vraiment autre chose. C'est un stage ou un service civique d'ailleurs. Enfin, voilà, c'est assez libre. Et pendant ce stage, c'est vrai qu'on était aussi occupé beaucoup, voilà, aux recherches de financement. Enfin, si Alexandre vous a fait un petit peu la pub aussi pour les partenaires et la cagnotte, c'est vrai que c'est aussi le nerf de la guerre. Et on le voit avec Cultive Toi aussi. Donc ça nous a pris un peu de temps de répondre à des appels à projets, etc. Et puis, tout simplement, oui, développer notre projet, voilà. Ça se fait aussi quand tu es en stage. Ça peut être plus compliqué en fonction de tes horaires, mais l'année précédente, par exemple, il y en a un qui était complètement sur le projet, qui n'est pas fait de stage. Après, c'est des choix très personnels, mais tu organises ta césure globalement comme tu veux. Si tu veux faire un stage, 2 stages, les césures sont quand même assez libres à AgroParisTech. Voilà, si juste tu choisis une césure stage, ça veut dire qu'il te faut un stage pendant ta césure, mais ça va pas au-delà, quoi. Ah oui, et du coup, la question de quand à quand on a fait le voyage, nous, on est parti en avril parce que c'était, c'est le printemps, enfin voilà, c'est la bonne période et on est revenu le 1er juillet en France. Donc comme ça, on avait quand même l'été parce que il commençait même sur la fin, il commençait à faire chaud. Donc c'est vrai que ça devenait un peu plus compliqué. Donc voilà, nous, on est parti d'avril, mi-avril à début avril à fin juin, quoi. Voilà. Et on a fait une boucle. Oui, on vous a présenté le trajet, donc on a fait vraiment toute une boucle. Voilà. Ouais. Ah oui, il y avait les rendus aussi dans ta question. Effectivement, donc on s'est engagé. Après, c'est un engagement chaque année. C'est l'équipe qui choisit sur quoi elle s'engage comme rendu. Mais forcément, on a quand même des financements derrière. Donc, on veut aussi faire un travail de qualité. Donc, on a fait un rapport assez complet qu'on a publié sur notre site internet. Et on a répertorié aussi l'ensemble des comptes rendus de nos interventions. Et on a également, AgroVelocity, c'est aussi de la communication. Donc en fait, à chaque initiative qu'on a vue, à chaque ville, on faisait un post Instagram pour raconter un peu ce qu'on avait vu. Et pendant l'expérience, pendant l'expédition, on essayait de faire des posts assez réguliers, de la communication assez régulière pour sensibiliser aux enjeux de l'agriculture urbaine, partager avec les autres ce qu'on a vu, etc. Donc, mais voilà, après, c'est très personnel. Alexandre, si tu veux dire, vous, un peu les rendus, ils n'ont pas exactement les mêmes. Eux, ils ont prévu une BD, je crois. Donc, tu peux en parler si tu veux.
Oui, tout à fait. Les rendus, alors on aura une même base commune, donc ce sera sur les réseaux sociaux, avec des posts réguliers sur Instagram. On va aussi essayer de faire marcher Facebook et LinkedIn, pardon. Et en plus de ça, donc on aura un rapport scientifique qui sera commun pour nos partenaires, donc Chaire d'agriculture urbaine, l'École Vert et la FOP. Ils sont tous les trois intéressés par le fond scientifique de l'expédition et aussi donc le réseau qu'on leur permet d'avoir en rencontrant des acteurs de l'agriculture urbaine sur le territoire européen. Et donc, en plus de ça, on va peut-être essayer de faire de la sensibilisation dans les écoles. C'est pas vraiment rendu, mais c'est une forme de retour d'expérience sur le trajet. Et des conférences à notre retour, et donc une bande dessinée, parce que c'est vrai que c'était une idée de Mathilde qui a l'habitude de dessiner. Et avec Mélissa, on la soutient à fond dans cette idée, et on va donc essayer de sortir quelque chose. Et voilà pour l'essentiel. Il y a une idée de podcast en tête, mais ça fera peut-être un peu trop. Et en parlant de podcast, c'est vrai que nous, on va en faire un aussi. Ouais, on a un podcast qui va sortir, bon, qu'on n'a pas encore tourné, mais ça va être fait dans 2 semaines, je crois. Enfin, bon, très prochainement. Et donc, on aura aussi un podcast en mode de rendu. Mais voilà, comme tu peux voir, enfin, chaque expédition choisit un peu ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Ah, il y a une question dans le chat. Combien de crevaisons? Alors, 3? Oui. En réalité, c'est 5, mais c'est juste... Enfin, en fait, c'est 3, mais on a des pneus qu'on a mis une rustine, sauf qu'après, ça se redégonflait. Donc, en fait, on est reparti à plat. Ça nous l'a fait 2 fois. On n'a pas trop bien compris. Mais donc, 3 officiellement, 5 officieusement. Un truc dans le genre. Mais plutôt à la fin, on a été assez chanceux. Enfin, Marie allait voir un lapin à un moment, elle a crevé à ce moment-là en Italie. Juste un lapin dans le parc, bon. Mais non, ouais, on a été assez chanceux. On n'a pas eu de problème. On n'a jamais manqué à un rendez-vous. On a toujours pu bien respecter nos timings. On n'a pas eu trop d'embûches sur notre route. Donc, c'était chouette. Ouais. Du coup, il y a une question qui est notamment les jardins familiaux, à quel point la production est nécessaire pour l'alimentation des familles. Je dirais que c'est très variable parce que tu vas avoir des jardins où bah voilà, tu vas avoir juste une jardinière et du coup tu vas produire, mais par exemple, voilà, tu vas être content de jardiner et tu vas avoir une dizaine de fraises. C'est pas forcément ce qui va nourrir ta famille, mais enfin ça a plein d'autres vertus par ailleurs, le jardinage. Après, sur les jardins familiaux à Zagreb en particulier, c'est un peu plus nécessairement parce que bah, du coup ils ont des plus grandes parcelles. Euh, Ouais, vas-y, si tu veux continuer. Mais oui, je pense effectivement c'est aussi plus plus historique, plus ancré dans l'histoire du territoire, mais c'est pas ce qui va les alimenter à 100%, ça c'est sûr. Et je suis même pas sûre que ce soit 10%. Après, on n'a pas les chiffres, donc je vais pas trop m'avancer, mais si vous voulez compléter. Bon, c'est pas vraiment pour compléter, mais c'est vrai que à Zagreb, il me semblait que c'était un peu, je sais plus si c'était au sortir de la guerre, mais avec un contexte un peu particulier où ces jardins, ils étaient, ça fait longtemps qu'ils existent en fait en périphérie de la ville et il y en a vraiment beaucoup pour le coup. Donc c'était ouais, plus le cas à Zagreb pour le côté subvenir à ses besoins, on va dire. Ouais. Ah, c'est la même question. Tu veux parler un peu? Bah, d'accord. Donc après, donc il y avait une question sur l'hébergement. Donc en fait, j'imagine la question c'est comment est-ce qu'on a fait pour passer les nuits. Donc il y avait 3 modalités essentiellement. Les campings, dormir chez l'habitant et comme marqué dans le chat, bivouaquer. Donc on peut parler de bivouac sauvage, c'est-à-dire quand on n'a trouvé ni camping ni lieu, enfin
aucun habitant qui nous proposait de nous héberger. Donc, pour ce faire, en fait, on a utilisé une application pour trouver les habitants qui s'appelle Warm Showers. Et en fait, cette application met directement en relation les cyclistes qui font des grands trajets comme ça, parce qu'on est loin d'être les seuls en réalité, avec justement donc d'autres cyclistes, voilà, donc, qui proposent donc justement d'héberger. Faut savoir que ça, on a dû le faire, je dirais presque la moitié de nos nuits, je pense, à peu près comme ça. On a fait une 30aine de nuits. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Hein. Donc, on a réussi quand même à avoir beaucoup de personnes et dans tous les pays. Donc, l'avantage aussi, c'est qu'économiquement, quand même, c'était bien parce qu'on s'y retrouvait. Et aussi, ça permettait de mieux découvrir le territoire et de mieux l'appréhender que plutôt faire du bivouac ou aller dans un camping. En termes de bivouac vraiment sauvage, donc au moins on n'a trouvé ni camping, ni endroit où dormir, ni aucun habitant. Ça a dû arriver, c'est arrivé 4 fois, je crois. Par là, ouais. Donc c'est quand même pas si fréquent que ça. Il nous arrivait aussi quelquefois de demander directement à des personnes s'ils pouvaient pas nous héberger, notamment quand il risquait de pleuvoir la nuit. Et donc ça nous arrivait 2 fois, mais c'est pas, en tout cas, ça n'a pas été la norme dans notre manière de procéder. Voilà. J'allais dire, on a eu la chance de dormir souvent chez l'habitant. En fait, Amaury a fait un travail de dingue pour faire les demandes, anticiper, etc. Donc, effectivement, oui, on a beaucoup dormi chez les gens et c'était top parce que c'est aussi des rencontres. En plus, c'est des cyclistes, donc ils vous partagent aussi leur expérience et puis ça donne envie d'aller à plein d'autres endroits différents parce qu'ils ont fait plein d'autres endroits différents, d'avoir aussi des conseils pour, je sais pas, la réparation, etc. Et donc, oui, Warm Shower, c'est vraiment une super appli. Elle est gratuite. Bon, maintenant, il y a un abonnement genre de 3 € par mois. Mais quand on voit qu'une nuit en camping pour 3, c'est 40 €. 3 € par mois, c'est pas grand-chose, quoi. Donc, c'est pour ça qu'au niveau économique, c'est sympa aussi. Et puis, bah, voilà, il y a tout ce côté social. Donc, Warm Shower, si vous faites un voyage en vélo, je vous le conseille. Ok, bon, bah, je crois qu'on est bon. Merci à tout le monde d'avoir participé, aux intervenants, aux personnes qui ont suivi. Ça nous a fait vraiment très plaisir de partager ce moment avec vous et notre retour d'expérience. N'hésitez pas, si vous voulez nous contacter ultérieurement, si vous avez d'autres questions ou simplement voilà, pour un contact ou pour savoir comment va être la suite, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Comme disait Alexandre, voilà, on est sur Instagram, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook. Donc n'hésitez pas à suivre aussi leur expérience parce que maintenant, bah, voilà, on passe le flambeau et donc c'est eux maintenant qui mènent la danse. Donc on a hâte de voir aussi ce que sera leur aventure. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Encore merci d'avoir été là et on va couper l'enregistrement. Voilà. Merci. Merci à toi, Merci. merci beaucoup. Bonne soirée.